2 épisodes de la série X-Files. La vérité est ailleurs. Tout l'argent que j'ai va dans X-Files. En 3 ans, c'est devenu le plus gros des fan clubs officiels de par le monde. L'intégrale de la première saison de X-Files sortie en vidéocassette. Passer de délicieuses soirées remplies de frissons et d'émotions. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ce qu'ils vont inventer. Et c'est vrai que personne n'y croyait à l'époque. Peut-être qu'il ne se rappelle pas. Non, soit il ment, soit il se... Ah, et voici un spécial X-Files, un spécial aux frontières du réel. Je peux vous dire qu'au sein du FBI, il y a un très très grand nombre de fans de X-Files. When the X-Files began, we never expected such a global response to the universal spiritual yearning for the truth that is out there. What David is trying to say is, who knew the show would be such a hit? See, they talk about that chemistry. There it is, right there. Yeah, I felt it. Je l'ai découverte, cette série, vraiment en téléspectateur. Je me rappelle très très bien de ce premier dimanche. Je suis vautré dans mon plumard. Je l'ai découverte quand j'avais 8 ans. J'ai vraiment été convaincu quasiment tout de suite, quoi. Et j'étais pas censée regarder. L'exposition sur M6, c'était juste hallucinant. Tu t'intéresses aux séries et tout ça, tu peux pas ne pas passer à côté d'X-Files, c'est pas possible. Oui, il y a une vraie communauté de fans. J'ai du mal à comprendre à ce point pourquoi le deuxième film a été autant rejeté. En tant que fan, c'est super excitant de se dire qu'est-ce qu'elle nous réserve cette série. Et là, tu découvres l'épisode pilote d'X-Files. Et là, tu tombes de haut, quoi, parce que tu te dis « Waouh !» X-Files, c'est ma première grande histoire d'amour en termes de série. Cette ambiance, cette musique, ça faisait peur, tu savais pas où t'allais. Oh, c'était génial. Standing behind the telescope is my co-star David Duchovny. Every Friday night on Fox, you can watch us uncovering the government's strangest of mysteries. Saison 1, voilà, 9 ans, soirée sandwich avec mes parents. Et donc là, j'ai su que voilà, c'était ma série qui allait débuter ma passion pour les séries. J'avais 11 ans et un épisode en plus assez flippant qui fait un peu peur. Donc j'étais terrorisé au fond de mon canapé. J'ai fait c'est génial ce truc. C'était l'épisode 18-19 de la saison 1 qui s'appelle Quand vient la nuit en français. Et qui est d'ailleurs encore un de mes épisodes préférés aujourd'hui. Vu que c'était 20 ans, je devais avoir 6 ans, à peu près. Ouais, je devais être pas loin, je pense un peu plus jeune encore. Je fais partie de la génération ceux qui ont découvert ça sur M6. D'abord le dimanche en fin de journée, et après en prime parce que ça marchait très très bien. Donc non, pur enfant de la télé là-dessus. Quand c'est arrivé, c'était un peu tôt pour savoir si ça allait tout exploser ou pas. D'abord parce qu'en France, on avait un rapport très particulier aux séries, que le web était quand même pas encore là pour pouvoir nous permettre de prendre le pouls de tout ce qui se passait à l'étranger et aux États-Unis. Donc on avait qu'une idée très sommaire de ce qui se faisait autour d'X-Files. Donc puis en plus j'étais plus jeune, donc j'avais pas encore le recul pour me dire est-ce que ça va tout exploser, est-ce que ça... C'était compliqué. C'est vrai que par rapport à ce que nous on voyait en France, X-Files était vraiment radicalement différent. Mais il s'était pas passé grand-chose dans le genre SF, terreur, angoisse. Et là, on a un truc qui fait peur, quoi. On a un truc qui fait flipper, avec une ambiance incroyable, avec une photographie digne du cinéma. Enfin, on n'avait jamais vu ça, quoi. Voilà. Mes parents m'ont rien dit, c'est ça qui était marrant. C'était plutôt une tradition familiale de regarder des séries tous les week-ends. Donc non, ils n'ont pas été directifs par rapport à ça. Et du coup, ça m'a donné encore plus envie de continuer là-dedans. Mélange d'humour, de drame, surnaturel, d'horreur. Tout ce petit cocktail qui fait qu'X-Files et X-Files. Je pense que le fait qu'elle soit collée à l'actualité et que ce soit une série de son temps, ça a évidemment un enjeu et un atout majeur pour la série, mais je ne suis pas persuadé que ce soit pour ça que les fans se plaisent. Il y a des très très grands épisodes, ils sont largement supérieurs à ce que le cinéma est capable de produire, et quand on voit ça, on a l'impression en tant que spectateur d'être respecté par le mec qui écrit la série. Ce que je garderai de X-Files, enfin ce souvenir global, c'est plutôt la première fois que je comprenais la logique d'une saison dans une série. C'était vraiment la première fois qu'en France on installait ce système-là. Alors M6 les avait diffusés un peu dans un ordre un peu bordélique, mais vraiment ce côté où
t'avais vraiment les fins de saison. Et en France, on n'était pas habitué vraiment à ça. Donc moi, c'est plutôt cette idée-là en fait qui m'a vraiment marqué. Donc je pense que les gens s'y retrouvaient parce qu'il y avait ce mélange d'amour platonique entre Mulder et Scully. Il y avait les secrets, les complots. Voilà, je pense que ça apportait beaucoup de choses à beaucoup de monde. Donc. J'ai découvert en version française. Donc tout d'abord, je pense que j'ai pris la saison en cours de la saison 7 en cours. Et j'ai tout de suite été complètement frappé par le personnage de Scully, que j'ai tout de suite adoré. J'ai pas accroché tout de suite, pour des raisons qui sont pas forcément bonnes. J'ai fait un rejet de popularité. Voilà, comme il y a plein de gens qui... Enfin, je le fais pas souvent, mais là, je l'ai fait sur X-Files. Je sortais de Twin Peaks à peine quelques années avant. Au jour d'aujourd'hui, j'en suis toujours parmi. J'étais à fond dans Code Quantum à ce moment-là. J'étais étudiant encore. Et puis, un beau jour, a commencé la distribution de la série en DVD. Donc, je me suis dit, allez. Et puis, bon, j'ai vraiment été convaincu quasiment tout de suite, quoi. J'ai été séduit, comme tous les fans vont le dire, par l'ambiance, par la qualité d'écriture, par la qualité d'éclairage. J'avais du mal au début, et même encore à cette période-là, un petit peu avec David Duchovny, étonnamment, au début seulement, je m'en suis vraiment remis, mais je sais pas, il y avait un truc qui m'empêchait de le suivre pleinement, quoi. La coupe de cheveux, je sais pas, il y avait quelques clichés qui me gênaient un peu, j'avais du mal à adhérer comme j'avais pu adhérer à un Dale Cooper dans Twin Peaks, quoi. C'était pas du tout le type de héros que j'avais envie de suivre. Avant, je suis tombé très vite amoureux de Gillian Anderson, mais ça c'est normal aussi, je crois. Je me souviens d'une phrase de Chris Carter qui disait « Je fais un mini-film toutes les semaines à la télévision ». En termes de qualité, c'est un peu ce qu'on avait. C'est vrai qu'on parlait du fait que X-Files ait changé quelque chose. C'est vrai que par rapport à ce qui se faisait à la télévision, en tout cas ce que nous on voyait, il y avait un traitement visuel de la série qui était assez hallucinant, à la fois dans la réalisation, dans l'écriture des scénarios, dans la musique. Prendre le risque de faire courir des intrigues sur plusieurs épisodes, sur plusieurs saisons, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui nous paraît extrêmement normal. On a des séries comme Lost qui jouent que là-dessus. Le feuilletonnant, l'introduire, même si c'est pas toujours le cas dans X-Files, l'introduire doucement, c'est quelque chose qui était assez nouveau et qui a vraiment accroché. Et puis c'est lié à la nouveauté de la chaîne Fox. C'était une chaîne qui était encore très jeune et qui tentait des choses, qui avait lancé les Simpsons, qui avait lancé des séries comme ça. Donc X-Files, c'est une série très osée à l'époque pour eux. Et puis c'était aussi un renouveau du fantastique à la télévision. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on observe, si on fait l'histoire des séries télé, qu'il y a des cycles. Les années 50, c'est le fantastique, les années 70, c'est l'aventure, les années 80, c'est le policier, les années 90, c'est le retour du fantastique. On travaillait déjà pour M6, et j'avais entendu dire que la personne qui bossait aux achats à l'époque, qui s'appelle Nathalie Drouer, avait dégoté une perle, un truc formidable. On l'a trouvé formidable, on l'a voulu à tout prix. Je vois ce pilote et je trouve extraordinaire. J'ai appelé mon boss, donc le directeur des programmes de M6, donc Thomas Valentin, et je lui ai vendu la série au téléphone, je lui ai chanté la musique. Je l'ai convaincu, il a lui-même appelé Nicolas de Taverneau et ils m'ont donné leur feu vert dans la foulée. Mais ça a été compliqué, oui, ça a été compliqué de l'avoir. Il a fallu dépenser beaucoup d'énergie pour convaincre que c'était une série pour M6 et qu'on allait en faire notre porte-drapeau des séries américaines. Et oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos deux agents préférés, en l'occurrence Mulder et Scully, seront de retour la semaine prochaine pour leur 3e saison. Et on vous propose sur M6 2 soirées exceptionnelles, vendredi 13 et samedi 14 à 20h50. Vous connaissez tous la passion de Stéphane pour cette série. Et elle performait tellement bien qu'un jour on s'est dit, mais pas peu de temps après, même pas quelques semaines, quelques mois après, on s'est dit pourquoi pas la tenter en prime. Mais c'était une grande première de mettre des séries en prime sur une chaîne française. Donc, et c'est là qu'on a eu l'idée de créer cette case, les Samedis Fantastiques, de diffuser 3 épisodes à la suite et où ça a été la success story qu'on connaît. Donc là, je travaille à M6, j'ai la chance de pouvoir faire des reportages autour des séries télé, et il y a une série formidable, qui est une des plus grandes séries de toute l'histoire de la télé, qui est en train d'exploser. Donc pourquoi on n'aurait pas fait des choses autour d'X-Files? C'était pas opportuniste, c'est juste que voilà, c'était la plus grande série, et ça reste encore aujourd'hui une des plus grandes séries télé. Je crois que la série a fait gagner 1 point à la chaîne en audience globale, enfin sur l'année, c'était complètement fou. Jeanne Villeneuve, bonjour.
Bonjour. Je crois que vous êtes la rédactrice en chef du journal Libération. Vous avez consacré une couverture à la série X-Files et j'aimerais savoir comment un journal de référence comme Libération peut tout à coup décider qu'une couverture sera consacrée à une série finalement qui n'est qu'une série de télévision. C'est assez simple. C'est d'une part parce que cette série n'est pas seulement une simple série de télévision, mais quelque chose qui avait au MIP TV déclenché beaucoup d'achats et beaucoup d'intérêt de toutes les chaînes. Alors ça c'est la première raison. Et la deuxième, et peut-être la plus solide, c'est qu'on est plusieurs à être passionnés et à regarder cette série. Est-ce que vous savez si le tirage a été bon ce jour-là? Oui, il a été bon. C'était un bon Oui, c'était un bon samedi. Au-dessus de la moyenne ou? C'était un samedi légèrement au-dessus de la moyenne, oui, tout à fait. Ce qui est formidable dans X-Files, c'est qu'on voit la naissance d'une comédienne. Quand Gillian Anderson elle a commencé, c'était presque une gamine. Elle avait, moi je l'ai rencontrée en juin 95, ça faisait 2 ans qu'elle tournait. Sa partenaire, la petite jeune femme timide, limite coincée à ses débuts, est devenue un véritable sex symbole. Une bombe, le mot est lâché. Qu'est-ce que t'es naïf, mais enfin, pourtant tu connais le système de la télévision. Une bonne maquilleuse, 2-3 projecteurs et ça y est, elle t'aurait joué. Puis de toute façon, dans X-Files, il y a tout le temps du brouillard. Tu m'énerves, tu vois, ça m'agace. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, elle venait d'avoir son enfant et qu'elle m'avait dit en off, elle m'avait dit... Oh, je sais pas si je vais faire ça longtemps, je sais pas si je vais continuer, j'ai une vie de famille, patati patata, et voilà, elle y allait un peu, je sais pas si elle allait pas un peu en traînant les pieds en se disant dans quoi je suis tombé, ou voilà, et elle était évidemment, elle n'imaginait pas 3 secondes le succès que ça allait pouvoir avoir, quoi. C'était un phénomène de société, on parlait que de ça, quoi. Après la première saison, en termes de promotion, mais ils avaient mis le paquet, hein, quand Gillian Anderson est venu en juin 95, et pendant tout l'été, la promo, tout ça, ils ont mis le paquet sur cette série. Donc évidemment, du coup, c'était une série qu'on mettait en avant aussi dans les petits reportages que je faisais. En France, on a découvert la série sur M6 le 12 juin 1994. Et en 2 ans, le succès est tel que l'on parle désormais du phénomène X-Files. Regardez. Aux frontières du réel, c'est déjà plus qu'une série télévisée. La presse quotidienne et les magazines, pourtant peu gourmands de science-fiction et de fantastique, couvrent en long, en large et en travers le couple vedette enquêteur au FBI, Dana Scully et Fox Mulder. La troublante sensualité de Gillian Anderson, l'assurance mâle du ténébreux David Duchovny, les lecteurs veulent tout savoir. Donc je crois que j'ai commencé à être vraiment fan hardcore, si on peut dire, au moment où ça commençait à devenir très connu, médiatisé. Donc entre les saisons 2 et 3, le fameux cliffhanger de Anasazi, puis donc la cassette vidéo qui reprenait cet épisode, puis les 2 premiers de la 3e saison. Et c'est à cette époque que j'ai vraiment commencé à collectionner tout et à m'intéresser au moins de petits articles, moins de petites phrases. Le cliffhanger de fin de saison de Anasazi, où je me suis dit c'est pas possible que j'attende 2 mois ou 3 mois ou 1 an d'ailleurs pour voir la suite, et là c'était très dur, et là j'ai commencé à du coup à devenir fan dans le sens où j'ai acheté des trucs, j'ai acheté des magazines, commencé à aller sur internet parce qu'il fallait patienter, quoi. C'est ça, j'en pouvais plus, je tenais plus. À l'époque, à ce moment-là, X-Files était partout dans la presse, quoi. On ne parlait que de ça. Le nombre de couvertures autour d'X-Files au moment effectivement de la fin de cette saison 2 et de ce vrai cliffhanger, quoi. Voilà. Ça a créé une attente incroyable. La série, elle est magique quand elle crée aussi cette attente pendant des mois et qu'on sait... Alors, je ne sais pas si ça fonctionne toujours de cette façon aujourd'hui, avec le téléchargement, avec les fans qui bouffent 10 épisodes dans le week-end. Il y avait des arcs qui étaient super intéressants, qui étaient super longs, qui se prolongeaient sur plusieurs saisons. Donc ça, c'était super intéressant à suivre. On avait envie de savoir la suite. La narration n'était pas super décousue, donc c'était vraiment chouette. Mais sinon, en défaut... Oui, après c'est une mythologie un peu trop complexe, trop complexifiée, on ne sait plus où ils vont, ils reviennent dans... Voilà, c'est un peu... Ouais, c'était... je suis même pas sûr de comprendre toutes les finalités à l'heure actuelle. J'ai lu beaucoup de théories, de critiques, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ce qu'ils vont inventer, le dénouement, s'il va y avoir des rebondissements, etc. Donc ce qu'ils vont inventer pour montrer qu'en fait il n'est pas mort, il s'en est sorti, On peut chacun trouver à sa manière sa propre conclusion. Et c'est ça qui est intéressant, je pense. Parce que moi, je suis plutôt sceptique. Et j'arrive toujours à me mettre du côté de Scully. Déjà, elle me faisait flipper, elle me faisait peur. Et j'aimais bien avoir peur. Et évidemment, mes parents me laissaient pas vraiment regarder de films d'horreur à l'époque. Donc du coup, c'était mon moyen un petit peu aussi d'approcher l'expérience du film d'horreur ou de la peur visuelle sans que ce soit trop interdit, parce que mes parents vérifiaient pas trop ce que je regardais à la télé. Et là, c'est pas la première série historiquement à avoir fait ça, mais c'est vrai qu'il y a vraiment fait des arcs narratifs qui
où on voulait absolument entendre la suite et pas uniquement développer un personnage qui vit des aventures différentes. Et c'est fascinant à chaque fois que je regarde les intégrales que je me fais maintenant, encore une fois tous les 3 ans je me fais l'intégrale d'X-Files, je rechoppe encore des trucs que j'avais pas compris, des trucs mythologiques que j'avais pas compris, etc. Donc il y a toujours plein de lectures, et je dis ça au bout de... Il y a des épisodes que j'ai peut-être regardé en 12 ou 13 fois et j'arrive encore à avoir quelque chose de différent. Ouais, justement, c'est ça. C'est la particularité de la série, c'est qu'elle est à la fois considérée comme une série ou un feuilleton. C'est-à-dire qu'on peut très bien suivre chaque loner de manière individuelle, ou on pourrait très bien se consacrer uniquement aux épisodes mythologiques, ne regarder que ceci, et en arriver à une série qui ferait 2 saisons, par exemple, rien qu'avec une mythologie qui se suit bout à bout. Il suffit de regarder la série, de regarder une saison pour se rendre compte qu'il y a les épisodes dits mythologiques qui font de la série un feuilleton, et non plus une série, et les épisodes l'honneur qui font de la série... est juste une série. But it became a worldwide phenomenon. I mean, it became something more than just a hit show. It became so important that Richard Dawkins condemned people for being part of it. Was there something else? And to me, the something else is very hard to explain because that's what it's about. It's about that it was hard to explain. C'est vrai que quand on a fait le premier épisode, immédiatement ça a fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu une osmose entre nous. Oui. D'ailleurs, on s'est rendu compte tout de suite que c'était très très gros. D'un seul coup, on a vu le générique, on s'est dit, 2 fois ça m'est arrivé, c'était pour Six Feet Under et pour X-Files. Rien que le générique, c'était un chef-d'œuvre, c'était un bijou. Et on a fait le premier épisode et on s'est dit, là, ça marche, quoi. Oui, mais enfin, on ne pensait pas que ça aurait quand même... Ah non, après on a fait notre travail le mieux possible. Oui, après, on a été totalement dépassé par le succès de la série. C'était un phénomène, et bien sûr qu'on l'a ressenti. Alors, il existait aux États-Unis. Il existait vraiment aux États-Unis. Et en France, je ne suis pas persuadée que si la série avait été achetée par une autre chaîne, ça aurait fait un tel phénomène. C'est-à-dire que je pense que si ça avait été acheté... Par exemple pour TF1 ne l'aurait jamais mise en prime. C'est une série qui aurait été beaucoup plus camouflée, qui aurait été beaucoup moins exposée. Et l'exposition sur M6, c'était juste hallucinant. Et oui, il y a eu une vraie communauté de fans. Et je peux comprendre surtout au sujet, surtout sur une série qui est d'un genre comme ça, surnaturel, etc. On a tous des interrogations, on se pose tous des questions. Oui, bien sûr qu'on l'a senti. I was a fan of the X-Files before I ever had anything to do with it as a writer or producer. David Duchovny and Gillian Anderson were wonderful stars. Mulder and Scully are great characters. On se rappelle tous du bureau de Fox Mulder avec les dossiers entassés, la soucoupe volante. C'était hyper iconique en fait. Pour moi, c'était vraiment une série qui rapidement mettait des codes iconiques, quoi. Le côté la femme, la nana un peu frigide avec la coiffure au carré, un peu dure, rouquine, un peu ch'cla comme ça, un peu méchante. Et Fox Mulder, on sait pas trop s'il est sexué et tout. Enfin voilà, il y avait des codes qui sont rapidement arrivés et je trouvais ça génial, quoi. En fait, X-Files, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça rappelle les vieilles séries anthologiques, les séries des années 50 qui sont revenues un peu dans les années 90 d'ailleurs grâce à X-Files. Les séries où chaque épisode c'était une histoire de science-fiction différente, la 4ème dimension, au-delà du réel, des choses comme ça. Et là, ils ont fait ça en même temps en gardant les mêmes personnages. C'était un peu la différence, c'est-à-dire qu'on suivait des personnages, mais à la fin, on pouvait avoir chaque semaine un monstre différent, une histoire différente. Donc on était extrêmement surpris à chaque fois. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était l'exploitation de mythologies existantes. C'est-à-dire comment ils vont traiter du vampire. On s'attendait à ce qu'ils traitent justement des grandes histoires connues. À la fois, ils ont inventé aussi des monstres mythologiques comme Tooms, qu'on n'aurait jamais vu venir avant, etc. Ou le Pousseur. Mais d'exploiter aussi des mythologies ou de renverser des idées qu'on avait déjà, exploiter les légendes urbaines quand ça se passe dans les égouts et qu'ils nous parlent d'alligators trouvés dans les égouts, c'est des vraies légendes urbaines qui réintègrent à X-Files. Ce que je trouvais intéressant, voilà, c'est de reprendre des choses qui sont dans la réalité, à la fois soit des faits divers qui sont vraiment arrivés puis les tordre un peu pour les rendre fantastiques, soit des peurs vraiment réelles, urbaines, genre la peur de la paranoïa dans les cinémas, la peur qu'on nous montre des images subliminales, etc., des choses qui sont vraiment des paniques qui ont eu lieu. Donc cette idée d'exploiter les choses qui sont dans la réalité ou les mythologies, donc justement les vampires, les loups-garous, les extraterrestres. Je trouvais que cette série, pour moi, c'est une digestion de toutes les peurs des années 90, quoi. Et c'est en ça qu'elle représente très très bien cette époque-là. C'est vraiment l'époque Clinton aux États-Unis. C'est une époque très particulière.
S'identifie un peu au personnage. On aime bien ces histoires de complot, de gouvernement dans le gouvernement. Et puis je sais pas, c'est agréable à regarder, ça fait peur. Il y avait en moyenne une qualité générale qui était impressionnante. Une qualité de réalisation aussi qui est incroyable pour l'époque, avec un budget assez important rapidement, mais quand même. Après, il y a d'autres séries qui ont influencé ça. Il y a Twin Peaks juste avant, on sent qu'il y a qui partage beaucoup ce côté petite ville américaine. Ça aussi qui m'a beaucoup plu dans X-Files, c'est que j'étais très culture américaine déjà à l'époque, mais je voyais New York, Los Angeles, quoi, toujours dans les films, c'était ça, New York, Los Angeles. Et là, la mythologie du petit village avec le shérif agressif et du village qui cache un secret, qui est un truc classique des films d'horreur, mais qui n'était pas été exploité en télé, à part dans Twin Peaks, justement. Et ça, je trouvais ça génial. Et justement, même aujourd'hui, quand je regarde X-Files, je retrouve très peu ça dans les séries télé d'aujourd'hui. Le côté, on va se promener dans la campagne américaine, voir les forêts humides du Nord, etc. Ça change vraiment des paysages. Je trouve qu'il y a une beauté, une vision dans cette série. Ça change avec la saison 5 et 6, mais le fait que c'est tourné à Vancouver, l'ambiance générale et la manière de filmer, ils ont des très très bons réalisateurs qui d'ailleurs maintenant sont dans toutes les séries encore aujourd'hui. Donc ça, il y a une qualité visuelle et narrative qui est énorme. I think it's a blend of many different genres. If it's science fiction, you gotta see this. It is suspense. It is thriller. It's turned into a sensation. Pour l'émotion, parce que voilà, ça reste aussi une série qui te touche, quoi, émouvante, souvent triste, bouleversante, voilà. Coma est un épisode fabuleux. Et puis le générique. Qui ne connaît pas le générique d'X-Files? Qui ne sait pas siffloter la musique d'X-Files? On a tous le vieux CD de titres oui, chez voilà. Moi, je me rappelle quand j'étais en primaire et que j'assumais que j'étais fan d'X-Files, tous les gens qui chantaient le générique quand je passais avec mon t-shirt, voilà. Il a vraiment fallu attendre encore peut-être 3-4 ans pour vraiment se rendre compte que ça arrivait. Mais c'est certain, quand on voyait tout le commerce qu'il y avait autour des cassettes vidéo pour enchaîner avec les cliffhangers de chaque saison, on se disait en tout cas qu'il pouvait se passer quelque chose. Et quand on voyait le traitement par M6, qui était des soirées spéciales avec les saisons premières à suivre, on se disait, je sais pas s'il se passe quelque chose, mais en tout cas il y a un truc qui est en train de commencer à pousser et qui est pas anodin. Au fait, X-Files, c'est justement ce soir sur M6, 3 épisodes à suivre à partir de 20h50. At a certain level, it's nothing in particular. I mean, at a certain level, it was a good series, good stories, scary, good characters, well done. So why would it not be successful? Oui, ça a changé vraiment quelque chose dans le sens où 2 ou 3 ans plus tard, TF1 est venu faire une offre sur les X-Files et voilà, une offre très agressive qui a fait qu'on a dû bien évidemment augmenter le prix de la série, ce qui est normal aussi au bout d'un moment. Mais ça a révolutionné le paysage audiovisuel français au niveau de la manière dont ils ont considéré dont les autres diffuseurs ont considéré les séries. Attention Scully, les extraterrestres sont partout. Qu'est-ce que tu racontes? Tu travailles trop, repousse-toi. L'accoutumance te guette, Scully. Oui. Elle était bonne cette version française aussi. Voilà. Pour le coup, X-Files fait partie peut-être des dernières séries d'ailleurs, avec un très très beau travail au niveau du doublage français. Les doublages sont très bien faits, hein. Notamment pour X-Files, je trouve que c'est les meilleurs doublages de série. Notamment pour la personne qui double Gillian Anderson, qui a vraiment une comédie extraordinaire. S'appellent donc Caroline Beaune et Georges Caudron. Skinner ne répond pas au téléphone. Décidément, il fait tout ce qu'il ne devrait pas faire. Oui, mais pourquoi? Il n'est pas idiot. Je t'en prie, laisse-lui au moins le bénéfice du doute. Je le lui laisse, Mulder, je te le promets. Je ne suis pas en train d'essayer de me convaincre. Quand j'ai mentionné que c'était une prostituée, il n'a pas eu l'air au courant. Peut-être qu'il ne se rappelle pas. Non, soit il ment, soit il se... T'as dit quoi? Il ne se rappelle pas. D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer Caroline Beaune en vrai lors d'un Scully Marathon. C'était une femme délicieuse qui, d'ailleurs, m'a
m'a fait comme beaucoup frétiller, puisque à un moment donné, elle nous a demandé une cigarette pour la petite anecdote. Bien, reste à décider qui m'allumera. J'ai trouvé évidemment au moment où elle me dit, on entend la voix française de Scully qui dit qu'il veut m'allumer. Enfin bon, j'ai trouvé ça génial. Et donc un repas, quelqu'un dans l'assistance dit au fait, Caroline elle fait du doublage et puis elle double Dana Scully. Et j'ai vu ces quelques personnes qui étaient vraiment des gens, je vous dis, qui côtoient le tout Paris, machin, qui tout d'un coup sont restés comme de ronds de flanc, dire quoi, c'est toi qui fais le Gillian, c'est génial, est-ce que tu peux nous la faire, est-ce que tu peux... Alors c'était trop drôle, quoi, c'était marrant, je me suis dit, ah bon. Moi, je crois un petit peu à tout. Et moi, je crois en rien. Elle croit en rien. Ouais, c'est ça. Par contre, je suis pas scientifique du tout, pas comme elle. Alors là, je suis assez... Moi, je suis prêt à tout croire. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait des extraterrestres. J'aimerais bien qu'ils viennent nous rendre visite. Ça me plairait. Bah voyons. Chacun son truc. Oui. C'est reparti. The man's marriage is breaking up. He's stressed out, you know. It's his irrational behavior that concerns me. That speaks to a state of mind. If an otherwise stable man is compelled to go out and hire a prostitute, what else is he capable of? Il faut être très très attentif, il faut avoir un œil très exercé, parce que si vous voulez, si le spectateur ne s'en rend pas tout à fait compte, il a toujours un léger malaise, si c'est pas synchrone. C'est-à-dire que j'ai pas de grosses difficultés, parce qu'on a sur cette série 2 auteurs merveilleux qui écrivent remarquablement bien. Donc pour nous, les comédiens peuvent faire confiance au texte. Numéro 5. Et la voiture de Skinner? Si on en croit le rapport de Waltus, le capot était encore chaud quand ils sont passés à l'appartement. Mais je trouve que Georges Caudreau a une bien plus belle voix que David Duchovny, qui a une fois un peu pincée comme ça. J'aime pas du tout la voix de David Duchovny. Je préfère la voix française. Tu as vu quel jour on est aujourd'hui? Une date historique, Scully. Attends, Mulder, tu crois que j'ai vraiment que ça à faire? Tu m'as collé l'autopsie d'un lapin nain qui aurait été en contact avec des extraterrestres. Attends, Scully. Aujourd'hui, c'est le 1er mars, les 10 ans de M6. Et ce soir, ils ont prévu de diffuser des inédits de la 4e saison. Tiens, regarde la grille des programmes. Tu vois? Bah, et alors? Toi et moi, on les a déjà tous vus? Pour moi, c'est la pire. C'est la plus grosse bourde de toute la série. C'est Scully qui dit donc dans Meurtre sur Internet, je vous invite à redécouvrir cet épisode pour vous en rendre compte, c'est à mourir de rire de l'entendre dire « je vais appeler Internet ». Donc, Qu'on scanne ça et qu'on l'envoie à toutes ses correspondantes. Bien. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Je crois que j'ai pas dû voir le premier épisode, c'était sur M6, j'ai dû savoir le 6e épisode. Et je crois que j'étais avec mes grands-parents, on est en train de regarder ça, eux se sont vite désintéressés parce que c'est fantastique, science-fiction, bon. Et moi j'ai complètement accroché à la série. À l'époque, je m'occupais déjà d'un fan club qui s'appelait le fan club Code Quantum. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur Mulder et Scully, mais pas les potins forcément, le fan club d'Aux Frontières du Réel vient de se créer. Il s'appelle La Vérité est ailleurs. L'adresse est 93 avenue du Général Leclerc, 75 014, Paris. Il faut savoir également que ce fan club sera le premier en France à organiser des conventions. On vous en reparlera, vous saurez tout très très bientôt. Je me suis dit, tiens, il y a un univers super intéressant. Et en fait, très vite, j'ai eu envie de faire un fan club autour d'X-Files. Je pense que 15 jours après la première fois que j'ai vu la série, et là j'en ai parlé à mes acolytes de l'époque, Lucie Rançon et Lionel Guidez, et on s'est dit, tiens, si on faisait le fan club X-Files. Le fan club français de X-Files, c'est aujourd'hui 7 employés qui œuvrent pour le bonheur de 13 000 adhérents. Pour cela, ils leur communiquent toutes les informations en avant-première et leur proposent un bon nombre de produits en exclusivité. En 3 ans, c'est devenu le plus gros des fan clubs officiels de par le monde. Je me rappelle qu'à l'époque, je faisais du marketing téléphonique dans une boîte et que je profitais de leur téléphone pour appeler la Fox aux États-Unis pour essayer de les avoir. Donc c'était avec mon anglais approximatif pour essayer de discuter avec eux. À l'époque, la série n'avait pas encore de succès en France. Ça commençait à plutôt bien marcher, mais c'était pas encore le phénomène que ça a été après. Donc ils se disaient, mais c'est quoi ce petit Frenchie? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? J'ai dit, mais moi je veux obtenir juste les droits, je veux la licence X-Files pour pouvoir développer le fan club et les produits dérivés. Et au départ, ils y croyaient pas, quoi. Ils regardaient un peu de haut, gentiment, hein, mais bon, je dis, c'est quoi ce mec, quoi, il est complètement illuminé. Finalement, on est arrivé à obtenir avec eux un contrat de licence. Et là, pour ça, il a fallu payer. Hein, si on veut rentrer un peu dans les détails. À l'époque, c'était quoi, 50 000 francs? C'était le minimum garanti. Mais bon, on avait 27, 28 ans, quoi. Donc on s'est démerdé pour trouver cette somme. Et en fait, comme ils y croyaient pas du tout,
au succès d'X-Files en France, ils nous ont signé un contrat de licence pour le fan club, les t-shirts, les casquettes, pour tout quoi, pour tout le merchandising. Ils se sont un peu mordi les doigts après quand ça a été un gros succès. On a été très vite, mais débordés, parce que quand il y a eu, je crois, la deuxième saison, ça commençait à vraiment super bien marcher. Et là, on a commencé à un petit peu communiquer dans Télé 7 jours, on avait une double page dans Télé 7 jours, où j'étais là avec le truc du FBI, la carte du FBI. Et là, on a commencé à recevoir des cotisations, des demandes pour entrer d'adhésion, quoi. Et ça a été de la folie. Ça a été de la folie. On recevait 200 lettres par jour, quoi. Le facteur, quoi, il arrivait avec le sac. Mais c'était un truc de dingue, quoi. Franchement, quand on a créé le fan club X-Files, on pensait qu'on allait être 300. Quand je suis arrivé au fan club, j'étais simplement fan, je veux dire, et c'est vrai que sans le côté péjoratif, mais simplement fan, et c'est vrai que c'était parfois plus facile même, parce que maintenant j'ai même plus le temps de voir les épisodes. C'est le plus grand paradoxe qu'on puisse avoir quand on aime X-Files. C'est vrai que les épisodes d'hier soir, j'ai malheureusement même pas pu les voir, et ça me laisse très 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 peu de temps libre. Comment se fait-il qu'il y ait 13 000 fans enregistrés au fan club en France contre 8 000 aux États-Unis? C'est une question qu'on se pose tout le temps. Je crois qu'on a été déjà les premiers sur tout ce qui était important. Nous, on a fait la demande dès les premiers épisodes de la première saison, alors qu'X-Files restait très confidentiel. Et c'est vrai que personne n'y croyait à l'époque. On avait eu du mal à le trouver, mais une fois qu'on l'avait trouvé, on s'était bien défoulé au niveau argent dans la boutique du fan club. Est-ce qu'il y a une génération X-Files? Ou est-ce qu'on peut reconnaître un fan de X-Files à son âge? On va dire une moyenne d'âge va de 20 ans, 25 ans. On fête le plus jeune membre à 3 ans et la plus âgée 70 printemps. Le mercredi, c'est la journée des enfants au fan club, celui des adolescents. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans cette boutique? Moi, je collectionne surtout les objets collector, c'est-à-dire qu'ils sont rares. Donc, trading cards rares en l'occurrence. Ou alors comme cette statuette en série limitée. Il y en a 5000 dans le monde et c'est assez difficile d'en avoir. Et surtout, ça prend déjà de la valeur avec le prix. Ça coûte cher un peu d'être fan, non? Assez, oui. Ouais, ça coûte cher. Puis avec les moyens limités aussi, c'est pas très... En 2 ans, j'ai dû dépenser au moins 8000 balles dedans, quoi. Dans le fan club. J'achète des livres. Ouais. Les livres en novélisation, les livres en VO, oui. Les cassettes en VO. Les t-shirts, montres. Mais ça représente beaucoup d'argent. Oui. Tout l'argent que j'ai va dans X-Files. Je me rappelle d'un qui avait peut-être 16 ans, qui venait tout le temps avec sa mère. Et je crois que cet ado, le père l'avait dû... le père n'était plus là, en tout cas. Il y avait un rapport très, très fort entre ce fils, ce garçon et sa mère. Et sa mère passait à tous ses caprices. Et il dépensait, mais facilement... moi, j'avais envie de dire, au moins, je parle en francs, parce qu'à l'époque, c'était des francs, mais facilement 200 francs par semaine. Dès qu'on recevait des goodies X-Files à la boutique, il les achetait tous. Je pense que ouais, le fait de se dire fan, de se revendiquer en tant que fan, c'est quelque chose qui est lié à l'adolescence. Après, ça peut durer très longtemps, mais c'est lié à l'enfance et l'adolescence parce qu'on se construit en tant que fan. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup de soi dans l'identité qu'on va être, on s'affirme par l'appartenance à une communauté déjà. Être fan, c'est se socialiser, contrairement à l'image un peu du fan obsessionnel qui est passif de son écran et qui regarde l'épisode 20 fois. Être fan, c'est avant tout participer à des activités sociales. Même si on participe pas vraiment, même si on n'a pas beaucoup d'amis fans, etc., on va au moins s'imaginer faire partie d'une communauté mondiale, et ça, c'est quelque chose qui est très agréable. On recevait, donc on avait aussi un truc de VPC, le produit X-Files. La moyenne des chèques, c'était de 500 francs. Les gens voulaient tout. Ça fait aussi partie du phénomène de fan. C'est de s'approprier la série par les goodies. Et ça concerne pas seulement X-Files, hein, c'est Star Wars. Après, voilà, on peut rester fan très longtemps, mais on va rarement découvrir une nouvelle passion dans laquelle on va dire je suis fan, passer 25-30 ans. C'est assez rare. Ça arrive, hein, mais c'est assez rare. Donc il y avait beaucoup de gens qui venaient sans acheter et qui discutaient d'X-Files et même qui se retrouvaient. On avait beaucoup de lycéens qui venaient vers 5h avec leur sac de lycéens et qui venaient passer 17h, même une demi-heure. Le fan club, il y avait toujours du monde. Hein. Alors moi je suis arrivé à l'écran fantastique il y a 6 ans et demi. Donc la série était terminée. Mais en tant que... Moi je suis un lecteur de l'écran depuis tout petit. Le magazine est très ancien maintenant. Donc pour moi c'était
Et je dis pas ça parce que je suis filmé, c'était un vrai honneur que d'intégrer l'équipe de l'Écran Fantastique. Donc j'avais lu leurs articles précédents, j'avais leur numéro hors série sur la série et tout ça. Et j'ai toujours trouvé qu'ils faisaient du super boulot. Je pense que ça a aidé, mais ils n'ont pas été les seuls sur X-Files. Il y a eu tellement d'écrits, des bouquins, des guides du téléphage, tous les magazines s'y sont mis. Après, je ne sais pas si l'écran mérite plus qu'un autre. Je ne suis pas là pour dire ça. Je pense qu'ils ont su... Mais en tout cas, je sais de source sûre qu'au moment où ils ont fait ces hors-séries-là, c'était par conviction et pas par obligation. Il y avait un vrai amour de la série par les gens qui travaillaient au magazine. Certains, ils sont toujours. Je sais que le rédacteur en chef, Alain Schlokov, était un vrai admirateur d'X-Files et que c'est pas pour des raisons commerciales que tous ces articles et ces hors-séries ont été faits. Mais comme c'est très certainement le cas pour les autres magazines spécialisés et qui aiment le fantastique. I'm astounded. I'm just floored every time I think that the show has caught on in France because you always think of the French viewers as being the most demanding and critical and sophisticated, and you always think that you're never going to make it past the guardians of that gate, and that they like something that I'm doing it's a dream come true, and I can't wait to come over and actually experience that for myself when I come to France next time. J'ai été accro tout de suite, comme beaucoup. Je me suis rendu compte que c'était vraiment énorme. À tel point que j'ai jamais vu d'autres séries depuis. C'est limite pathologique. Il y a aussi une part de fantasme, je pense, de réaliser mon propre épisode de la série. Mais c'est une déclaration d'amour. Comme c'est une parodie, moi je me suis beaucoup inspiré des épisodes déjà parodiques à l'intérieur de la série, où il y en a pas mal. Pour moi, ce sont les personnages fictionnels les plus beaux qui soient. C'est à la fois des personnages magnifiques et c'est aussi des losers. Parce qu'ils n'arrivent jamais à finir une enquête. Et en même temps, ils sont très attachants. Ils ont des personnalités différentes mais complémentaires. J'avais fait beaucoup d'heures supplémentaires et grâce à ça, j'ai pu faire le film. Alors, il y a des gens qui préfèrent partir en vacances. Moi, je préfère faire un film. Voilà. Je pense que chez les fans, il y a une volonté de se radicaliser à ce moment-là, d'aller plus loin et d'acheter aussi par exemple des produits dérivés, choses comme ça. C'est pour ça que les produits dérivés marchent bien auprès des fans. C'est parce que ça montre aussi que je suis un peu plus fan que mon voisin qui dit j'aime bien la série. Moi j'ai la figurine, moi j'ai le poster, voilà. C'est toujours un jeu avec l'identité, avec la distinction qui est toujours très présent. Ouais. J'étais collectionneur, j'avais une chambre remplie de posters, de cartes, de magazines, de cassettes vidéo à l'époque, de VHS. Ils sortaient des VHS avec des épisodes spéciaux, avec les season finales et compagnie. Donc ma mère m'a bien acheté ça. Ouais. Qu'un article paraît sur un magazine, je l'achète. Tu conserves tout dans des classeurs? Oui, j'ai 4 classeurs avec que des interviews, des photos. 150 couvertures pour X-Files en 1 an et demi, une grande majorité pour Gillian, mais David fait toujours craquer. Si je dis que je suis un peu fascinée ou amoureuse de David Duchovny, c'est parce que tout le monde, enfin toutes mes copines, elles en parlent. Fascinées, elles n'arrêtent pas de prendre des photos des journaux, pas en hurlant, mais c'est presque comme si il faisait partie d'un boys band. Quand je me suis dit vraiment je suis fan, c'est surtout venu par ma collection. C'est quand il me manquait un objet que je n'avais pas, un livre, il me le fallait absolument tout de suite. Et je me suis dit mon Dieu, j'abuse. J'ai rempli 2 bibliothèques. J'y passais tout mon argent de poche. Donc ma mère qui me donnait un petit peu, elle me disait t'as droit à tant, ça passait obligatoirement dans le merchandising X-Files. Donc voilà, j'avais pas d'argent de poche mais j'avais ça. Quand ma collection a commencé à bien augmenter, il me fallait absolument tous les objets. J'étais sur eBay en permanence pour dégoter le moindre truc qui venait des États-Unis ou d'ailleurs. Donc je pense que ma collection n'est pas terminée et qu'elle ne le sera jamais. D'autres choses aussi sur X-Files qui sont en vente, ça paye pas de mine, mais si vous regardez bien, c'est un beau tableau, si vous regardez bien là, en fait c'est un bout de pellicule. Je ne sais pas si elle est parfaitement authentique, mais c'est un bout de pellicule de la série X-Files. Tout comme ce que tu tiens dans la main d'ailleurs. Qu'on trouve aussi facilement, comme l'ensemble des objets que tu présentes aujourd'hui,
chez Street Burger, rue de Saint-Onge. Inutile de le préciser. Il y a aussi même les poupées Barbie, mais ça c'est vraiment si vous êtes un peu... Parce que poupées Barbie, X-Files, c'est vraiment... Enfin, c'est une question de goût. Hein. Et Mattel qui a sorti les vraies Barbie officielles. C'est pareil, j'avais 8 ans, c'était ma maman qui m'achetait mes trucs, c'était... Bah si, j'avais acheté les cartes, les badges, des trucs comme ça, mais pas des gros. Premier objet de ma collection, je crois que c'était un sweatshirt à capuche. C'était vendu dans une boutique de Chambéry et j'avais flashé dessus, il me le fallait, c'était pour le lycée, il fallait absolument que je porte ça. Et puis après, dans la boutique, il y avait plein d'autres objets, je dis « Oh tiens, ça j'ai pas. » Et du coup, ça s'accumulait. Well, I've been collecting for about 4 or 5 years now, but the series has actually been going for about 7. À partir du moment où on était un fan club officiel et qu'on était licencié officiel, tout ce qu'on faisait devait être approuvé par la Fox. Donc c'était hyper compliqué et je me rappelle qu'à l'époque les fans râlaient par moments parce que quand il s'agissait d'envoyer le magazine trimestriel aux fans, il fallait que ce magazine soit approuvé par la Fox. Fox Los Angeles et aussi la Fox en Angleterre. Mais il prenait un temps fou. Le fan club français est quand même fortement approuvé par Chris Carter et cautionné par Chris Carter. Donc ça va au-delà de simplement un partenariat. Cette licence nous permet effectivement d'utiliser les diapos, les logos, de façon autorisée. Ils nous fournissent le matériel. Par contre, ils ne nous financent pas. Bon, il y a prescription, je peux le dire, sans problème. Au bout d'un moment, on s'est dit, on va pas attendre l'autorisation de la Fox. On fait le magazine parce que les fans sont en train de péter les plombs, quoi. Et c'est très rageant parce que on voyait des magazines presse généraliste qui avaient du matos. En gros, la Fox, elle faisait quoi? Elle nous demandait de l'argent pour exploiter leur marque. En même temps, et je peux comprendre que pour communiquer autour de la série, ils fournissaient du matériel à la presse. Mais nous, on n'a jamais eu vraiment d'exclusivité. On s'est battu pour pouvoir exploiter certaines photos, pour en faire des posters, par exemple, ou même certains t-shirts. Même à l'époque, cette soi-disant licence qu'on avait sur les t-shirts, vu communauté européenne, il y avait des licenciés anglais sur les t-shirts qui les importaient en France. Globalement, on s'est fait un peu avoir. X-Files est aujourd'hui une marque très demandée. Pour l'utiliser, il faut reverser 12% de royalties sur le chiffre d'affaires à la Fox. C'est aussi cher qu'une licence Disney. En plus, il est difficile d'obtenir l'autorisation car le créateur tient à ne pas banaliser sa marque. Sur X-Files, pas question de développer tout un tas de produits en passant de la chaussette au paquet de gâteaux avec X-Files. Ça, il en est absolument hors de question. Les livres de poche sont en passe de franchir le 1 million d'exemplaires vendus. Le guide officiel a dépassé les 70 000 ventes en 5 mois. Et pour le disque inspiré de la série, les ventes atteignent les 200 000 unités. Voilà, après, je sais que aussi j'ai commencé à acheter les magazines, j'ai commencé à vraiment tout acheter, tout collectionner, tout découper dans les magazines télé, que ce soit Télérama, Télépoche, enfin tous, vraiment tout, même des simples photos que je mettais dans des classeurs. J'ai commencé à collectionner les cartes également, acheter des cassettes vidéo, puis les DVD. Série mag, etc., ça parlait des gros dossiers sur X-Files, révélations, spoilers sur la saison d'après. Et à la fin, il y avait toujours des trucs qu'on pouvait acheter. Alors, me semble-t-il, je crois que j'avais un mug, j'avais un t-shirt I Want to Believe, j'avais évidemment le poster, comme tout fan qui se respecte, dans la chambre avec la soucoupe. On voit que les trading cards, par exemple, c'était le goodies qui était pas trop cher, mais qui est quand même un truc qui représente vraiment un truc pour un collectionneur, c'est-à-dire trouver la bonne trading card collector. Alors ça, je me rappelle les gars qui venaient avec leur classeur de trading cards et qui étaient à la recherche de la trading card en 3D numérotée, collector, et qui ne la trouvaient pas pendant des mois, et quand ils la trouvaient, c'était de la folie pour eux. Et moi, je me rappelle que de temps en temps, j'essayais de les calmer, les fans. Tu sais, il n'y a pas que ça dans la vie, n'oublie pas tes cours. C'est bien X-Files, mais c'est pas non plus la vraie vie. Chaque fois qu'il y avait un article dans un magazine, que ce soit de la presse People, ou des magazines télé, ou des magazines spécialisés, il me le fallait aussi. Et je découpais l'article en question, je le mettais dans des classeurs. J'ai une dizaine de classeurs comme ça, avec tous les articles dedans, bien rangés, sous leur pochette plastique. 500 francs, la poupée Simpsons, hors de prix pour tout ce qui touche X-Files. Explication sur le fonctionnement de ce marché très lucratif.
À partir du moment où les gens parlent de quelque chose, on veut quelque chose dessus. Je veux dire, X-Files passait à la télé, tout le monde voulait du X-Files, quel que soit le produit. Vous mettiez un X sur un produit, ça se vendait. Les fans se reconnaissent dans Mulder et Scully, ils se passionnent pour leurs aventures. Le magazine Mad Movies est spécialisé dans le fantastique et la science-fiction. Il a augmenté son tirage de 30% en mettant régulièrement X-Files en couverture. Aujourd'hui, l'homme a envie d'échapper un petit peu à son quotidien. J'avais l'idée que c'était une série qui avait un succès puisqu'il y avait des cartes à collectionner que j'avais déjà en primaire, que j'échangeais contre d'autres cartes avec d'autres enfants. Mais je pense pas que j'avais cette compréhension d'un tel engouement. En tout cas à cette époque-là, je n'étais pas au fur et à mesure au fil des années, mais pas à cet âge-là. Et puis un jour on m'a dit écoute, ce serait bien que tu fasses un truc un petit peu plus conséquent autour d'X-Files et on appelle nos amis de la Fox et on part sur le tournage, quoi. Voilà. Donc le rêve se réalise.